Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, plusieurs sujets d'intérêt commun abordés, notamment la coopération dans les domaines économiques et commerciaux. Le ministre d'État du Qatar reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce samedi, une rencontre pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Des militaires ivoiriens en formation au Maroc, chacun d'entre eux doit s'approprier les valeurs de la Côte d'Ivoire. C'est le message du ministre d'État, ministre de la Défense à ces hommes qui renforcent leurs capacités. Ils doivent être des modèles de discipline et de travail au cours de cette formation. Un message que les stagiaires ont bien reçu. Fin de la réunion régionale des pays pionniers pour mettre fin à la violence contre les enfants. Ils ont noté des avancées dans la lutte ces dernières années. La Côte d'Ivoire a partagé son expérience. Les pays de l'Alliance mondiale africaine se sont engagés à multiplier les actions. Le président américain Donald Trump a annoncé ce samedi un cessez-le-feu total et immédiat entre l'Inde et le Pakistan. Les deux pays ont confirmé l'arrêt des hostilités. Ils se livrent depuis mercredi à une intense confrontation militaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé ce samedi à sa résidence à Cocody une audience au ministre d'État du Qatar. L'entretien a porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Plusieurs sujets d'intérêt commun abordés, notamment la coopération dans les domaines économiques et commerciaux. Allons au Maroc où des militaires ivoiriens sont en formation. Le ministre d'État, ministre de la Défense les a rencontrés. Ils doivent s'approprier les valeurs de la Côte d'Ivoire. Tené Birahima Ouattara les a exhortés à être des modèles de discipline et de travail. Walter Amadou Ouattara. Ils sont en formation dans différentes institutions militaires du Royaume du Maroc. Tené Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, met à profit sa visite de travail à Rabat pour échanger avec eux. Une initiative qui réjouit ses stagiaires. C'est là donnant de la confiance qu'il met en nous. Et en retour, nous devons aussi avoir un sens de discipline, de devoir, de l'intégrité et aussi du sacrifice de soi pour la protection de notre patrie. Donc, au travers de ces différentes formations que nous avons, nous serons outillés pour pouvoir mettre toutes ces compétences-là à la disposition de la République de la Côte d'Ivoire. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, il est important de rappeler aux Ivoiriens en mission hors du pays qu'ils n'ont pas été oubliés et de les encourager à davantage prendre au sérieux l'objectif de leur déplacement. Et les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ne datent pas d'aujourd'hui. Tissées en son temps par Sa Majesté Hassan II, que le Tout-Puissant l'accepte, et par Feu Félix Houphouët-Boigny. Ces relations sont en train d'être renforcées depuis 2011 par le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Sa Majesté Mohamed VI. Le Maroc, depuis plusieurs décennies, a formé plus de 5000 militaires et gendarmes ivoiriens dans divers domaines. Nous avons des formations de pointe ici au Maroc et nous félicitons d'être des privilégiés. L'ambassadeur m'a rassuré que nos jeunes se comportent bien et je leur ai demandé de continuer de se comporter bien. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, Tené Birahima Ouattara, a également exhorté ces jeunes Ivoiriens à s'approprier les valeurs de discipline, d'intégrité et de responsabilité recommandées durant leur formation. Romancière, poétesse, essayiste, ses ouvrages connaissent de véritables succès. Grand prix littéraire, Amlé Boum est notre invité dans la page culture ce soir. Nous avons le plaisir de vous recevoir. Bonsoir. Et bienvenue, et surtout vous êtes là pour le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, qui a pris fin aujourd'hui, et aussi pour un colloque qui démarre lundi sur les écritures plurielles politiques. D'accord, on en parle tout à l'heure, le temps de faire le tour de l'actualité qui nous amène d'abord aux États-Unis, où les diplomates agents consulaires de la Côte d'Ivoire dans la zone Amérique du Nord harmonisent les actes consulaires. Ils se sont retrouvés à Washington pour une session de formation. Au centre de cette session, l'état civil, tous les actes liés à l'assistance et la protection des ressortissants ivoiriens. Serge Collier. La présence d'une importante communauté ivoirienne en Amérique du Nord et l'intensification des relations diplomatiques et économiques avec les pays de la région exigent des services consulaires capables de répondre efficacement aux demandes croissantes
des usagers. Félicia Guéhi-Kwasi, directrice générale des affaires juridiques, consulaires et de l'état civil, situe le contexte de ce séminaire. Il réunit à l'ambassade de Côte d'Ivoire, basée à Washington, les diplomates et agents consulaires de New York, Brasilia, Ottawa et Mexico. L'intérêt, c'est pour toute la communauté ivoirienne vivant dans la zone Amérique, puisque quand on parle d'actes d'état civil, on parle de tous les faits qui concernent même les Ivoiriens. Et l'enregistrement de ces faits civils-là dans les registres d'état civil est d'une importance capitale. Pour l'ambassadeur Ibrahima Touré, il s'agit de créer un cadre de concertation dans la zone Amérique. Le maître mot, c'est l'harmonisation. Où que vous alliez, que ce soit à Brasilia, Mexico, Ottawa, New York ou Washington, que les actes consulaires délivrés soient les mêmes, les visas soient les mêmes, les extraits de naissance soient les mêmes. Cela apportera de la crédibilité aux actes délivrés, mais ça permettra également d'harmoniser nos pratiques. Rigobert Zeba, magistrat et sous-directeur du contrôle de l'état civil, assure la formation. Au terme de 5 jours de travaux, les participants ont fait des recommandations. Elles seront soumises au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et au ministère de la Justice et des droits de l'homme, principaux initiateurs de ce séminaire. De Washington à Abuja, la réunion régionale des pays pionniers pour mettre fin à la violence contre les enfants a pris fin. Ils ont noté des avancées. Dans la lutte ces dernières années, les pays de l'Alliance mondiale africaine se sont engagés à multiplier les actions. Envoyé spécial à Abuja, Amidi Rasouba. 14 pays pionniers africains réunis à Abuja au Nigeria pour réfléchir autour des priorités identifiées et des actions essentielles pour mettre fin à la violence contre les enfants. L'essence de cette rencontre est de favoriser l'apprentissage entre pairs et l'engagement des parties prenantes à travers l'Afrique sur l'agenda de l'élimination de la violence contre les enfants. Nassene Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, porte la voix de la Côte d'Ivoire à cette assemblée. Aujourd'hui, le taux d'enfants scolarisés en Côte d'Ivoire avoisine presque les 100%. Nous avons certainement 4% d'enfants pas encore scolarisés, mais nous travaillons à ce que ça devienne 100%. Et la plus belle des révolutions a été l'école obligatoire à 0 francs. Et aujourd'hui, avec l'école, les enfants s'expriment et avec des programmes tels que Strong Family, les familles sont aussi sensibilisées. Sur l'agenda 2030, la Côte d'Ivoire a posé des actions, réalisé des progrès, mais malgré cela, des défis restent à relever. Nous avons, en la personne de la Première Dame, son Excellence Madame Dominique Ouattara, une avocate sûre. Et à travers sa fondation, Children of Africa, qui existe depuis 1998, des actions concrètes ont été posées, telles le centre d'accueil des enfants de Soubré, celui de Ferké-Sédougou, celui de Boaké avec les enfants en conflit avec la loi. Nous avons compris le concept que dans les plus vulnérables, la mère et l'enfant forment un couple. L'Alliance mondiale pionnière, cheville ouvrière de cette rencontre, a été officiellement lancée à Bogota en Colombie le 8 novembre 2024, lors de la première conférence ministérielle mondiale sur la lutte contre les violences à l'égard des enfants. En mars 2025, 42 pays à travers le monde ont rejoint l'Alliance, dont 14 pays africains. D'Abuja, l'on voit la Côte d'Ivoire qui gagne au Bénin. Le verdict du concours de start-up de deuxième forum africain pour la recherche et l'innovation est tombé ce vendredi. Une jeune entreprise ivoirienne, EasyChain, obtient le premier prix. Son projet facilite les échanges entre les ports de la sous-région. La remise de prix a marqué le temps fort de ce Fari 2025 qui vient de se tenir à Cotonou. Mahama Traoré est notre envoyé spécial. Bien que proche, les ports des pays de l'Afrique de l'Ouest échangent difficilement entre eux. Le projet innovant de la start-up ivoirienne EasyChain de faciliter leurs échanges en affrétant un bateau a donc séduit le jury du Fari, Forum africain pour la recherche et l'innovation. La jeune entreprise ivoirienne décroche donc le premier prix de ce concours organisé par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'idée, c'est de mettre un tout petit navire de 1100 tonnes au niveau du port de Lomé, en fait, qui va desservir la côte ouest africaine. On a 9 employés et on vise 50 emplois directs dans les zones qu'on compte couvrir, notamment le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour un début. C'est un grand honneur qui rejaillit sur toute la Côte d'Ivoire et particulièrement au président de la République et à tout son gouvernement qui n'ont de cesse d'appuyer la jeunesse pour que l'entrepreneuriat
devienne réalité chez nous. Pour déployer ce projet d'intégration, la CEDEAO met à la disposition de l'entrepreneur ivoirien 25 000 $ comme fonds d'appui. Les deuxième et troisième prix sont respectivement revenus à des startups ghanéennes et béninoises. À l'instar de la CEDEAO, ce deuxième pari s'achève sur une note d'espoir. L'engagement pris par les pouvoirs publics à accompagner la jeunesse dans les secteurs de la science, de la technologie et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Les startups que nous voyons sont les semences des grandes entreprises de demain. Nous nourrissons l'espoir que très bientôt, notre marché régional consommera les produits de ces jeunes entreprises et contribuera même à leur rayonnement international. Je souhaite rendre un hommage appuyé aux innovateurs, aux porteurs de projets. Ils ont démontré que la science et la technologie façonnées en Afrique par des Africains peuvent répondre aux exigences locales tout en rivalisant sur la scène mondiale. Rendez-vous est pris pour le 3e Forum africain pour la recherche et l'innovation en 2026 au Ghana, désigné comme pays hôte. Et ici en Côte d'Ivoire, les plus hauts dirigeants africains, les investisseurs mondiaux et les chefs de gouvernement sont attendus ce lundi à Abidjan pour prendre part à l'Africa CEO Forum, grande rencontre économique du continent. C'est une plateforme pour des débats de haut niveau, des négociations et des ateliers. La gouvernance, la résilience des chaînes d'approvisionnement et l'évolution du financement local sont des thématiques au centre de l'événement. Lansine Bakayoko. Pour ces 2 journées, Abidjan, capitale économique de l'Afrique, et point de rassemblement des décideurs politiques. L'enjeu est énorme, repenser les politiques publiques et surtout redessiner les modèles d'investissement stratégiques. L'objectif étant de redynamiser le système entrepreneurial africain, il est donc question de structurer un New Deal, une collaboration nouvelle entre l'État et le secteur privé. Le potentiel est gigantesque, les mines, notamment les minéraux stratégiques, dont le continent détient près de 30% des réserves mondiales, l'énergie, les matières premières, les infrastructures logistiques, ainsi que les technologies numériques. L'industrie africaine du pétrole et du gaz a une nouvelle opportunité, celle d'être le moteur de l'avenir énergétique et de l'expansion industrielle du continent. Avec à peine 150 000 km de lignes de transport électrique, l'Afrique ne dispose pas d'une capacité suffisante pour couvrir ses besoins énergétiques présents et à venir, une situation qui aggrave les inefficiences opérationnelles. Réduire les pertes de transport et améliorer l'interconnexion régionale est essentiel pour assurer un accès stable et compétitif à l'électricité. Cloud, tout télécom data, l'avenir numérique de l'Afrique repose sur l'interconnexion. Or, les inégalités de débit, les coûts énergétiques élevés, la volatilité des devises et la fiscalité compromettent la collaboration des opérateurs et des gestionnaires. Le leadership diversifié en termes de genre n'est plus simplement une nécessité morale, c'est un moteur de performance. Pourtant, en Afrique, les femmes restent sous-représentées dans les plus hauts niveaux de pouvoir dans les entreprises, malgré leur leadership dans l'entrepreneuriat et l'innovation. La hausse des taux d'intérêt met sous pression les entreprises africaines, cherchant à lever des fonds pour leur expansion et leurs opérations. Bref, autant de problématiques qu'il va falloir solutionner, ou tout au moins en esquisser une ébauche. Justement, pour en parler sur ce plateau, et disons dès ce lundi démarre donc Africa CEO Forum, nous recevons M. Frédéric Maury, qui est directeur général event de Jeune Afrique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, nous sommes à moins de 48 heures de cet événement. Est-ce qu'on se dit que tout est fin prêt pour lundi? Presque. Ça dure longtemps. C'est une aventure qui dure quasiment 9 mois de préparation. Là, on est en train de finir les derniers détails, mais honnêtement, on est quasiment fin prêt. On va accueillir largement plus de 2000 participants, CEO, chefs d'État, chefs de gouvernement, dans moins de 48 heures maintenant. Ils vont parler des questions qui concernent le développement de l'Afrique, alors que le contexte mondial n'est pas forcément favorable. Cette année, vous mettez l'accent sur un New Deal, un nouveau partenariat, secteur public-privé. Mais sur quoi ça va s'appuyer, ce New Deal?
Alors le contexte international, comme tout le monde le sait, il est extrêmement difficile. On est passé depuis quelques mois, notamment avec l'arrivée d'un nouveau président aux États-Unis, dans un monde qu'on peut considérer comme très transactionnel, où en fait les relations commerciales sont basées avant tout sur le rapport de force et la défense des intérêts des États les uns contre les autres. Nous, notre point de vue depuis très longtemps à l'Africa CEO Forum, c'est que le secteur privé a un rôle très important à jouer. On pense qu'aujourd'hui, c'est une des vraies forces de l'Afrique, qui n'est pas forcément toujours très unie sur d'autres fronts, l'Union africaine, la ZLECAf qui a du mal à se développer, et que le secteur privé, lui, peut être un vrai moteur de croissance, de commerce, de développement pour le continent, et de permettre finalement, dans un partenariat entre les États d'un côté et les grandes entreprises de l'autre, à l'Afrique d'avoir une place dans le débat international aujourd'hui et dans cette espèce de rapport de force qu'on voit s'installer aujourd'hui entre les grandes zones du monde. Oui, et justement, dans ce rapport de force, l'Afrique essaie quand même de créer un vaste marché. Vous avez parlé de la ZLECAf, c'est un levier sur lequel vous comptez mettre l'accent à partir de lundi. Mais ce vaste marché, effectivement, qui a quand même quelques difficultés dans la mise en œuvre, en quoi l'Africa CEO Forum peut être un élément qui booste? Depuis le départ, la première édition, c'était en 2012, donc ça commence à remonter. Là, on en est à la 5e, on fera la 5e édition en Côte d'Ivoire. C'est toujours un grand succès. Depuis le départ, on a uni les entrepreneurs du continent africain. Lundi, il y aura des gens qui viennent de tous les pays africains et de même 75 pays à travers le monde en tout. Donc depuis le départ, notre idée, c'était d'unir les différents entrepreneurs du continent, parce qu'on pensait que c'était la force de l'Afrique d'échanger entre elles, et ça bien avant la ZLECAf. On a été un soutien de la ZLECAf dès le départ, notamment en 2019, quand on avait fait une édition au Rwanda, où beaucoup de choses sont faites autour de la ZLECAf. On constate aujourd'hui que ça a pris un peu de retard d'une certaine manière, en tout cas ça n'avance clairement pas assez vite. L'idée, c'est de remettre ce sujet à la discussion. On aura encore une fois 5 chefs d'État qui seront là, le président rwandais, le président sud-africain, le président sénégalais, évidemment le président ivoirien, qui seront là, des chefs de gouvernement et beaucoup d'entrepreneurs. L'idée, c'est qu'ils puissent se parler de manière franche et honnête pour faire avancer des grands chantiers, notamment la ZLECAf, c'est pas le seul, mais notamment celui-là. Amir Ben Yamed, le président de l'Africa CEO Forum, indiquait qu'il y avait encore beaucoup de freins pour le développement du secteur privé sur le continent. Qu'est-ce que le secteur public, qu'est-ce que l'État aujourd'hui peut faire? Et d'ailleurs, est-ce que l'État a les moyens de rendre le secteur privé fort, puissant pour le développement du continent? Je pense qu'un des points importants pour nous cette année, c'est de parler notamment des sujets de gouvernance et de politique publique. Les entrepreneurs africains, de manière générale, ils n'ont pas forcément besoin des États. Ils s'en sortent comme ils peuvent depuis de nombreuses années, et finalement pas si mal. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez des immenses success stories entrepreneuriales. Ce qu'on attend d'un État africain aujourd'hui, c'est premièrement la gouvernance, c'est-à-dire mettre en place un système de fonctionnement qui fait que les entrepreneurs peuvent savoir comment se projeter dans l'avenir, comment investir, comment prendre des risques, sans que la gouvernance soit mauvaise. Et l'autre point, c'est les politiques publiques. Il y a des pays en Afrique qui ont été extrêmement successful en termes de politique publique. Regardez la Côte d'Ivoire, par exemple, le développement du cacao, c'est une politique publique qui a été initiée par l'État ivoirien. Quand vous regardez au Maroc le développement d'un port comme Tanger Med, c'est aussi le choix d'un État. Donc les politiques publiques ont un rôle extrêmement important pour orienter l'investissement et dire finalement le développement du pays, le développement économique, l'enrichissement des habitants va passer par le développement de tel ou tel secteur, et évidemment de donner des incentives, comme disent les Américains, c'est-à-dire des subventions ou de l'aide pour que les entrepreneurs puissent investir dans ces secteurs-là quand l'État, malheureusement, parce que beaucoup d'États africains sont très endettés, n'ont malheureusement plus les moyens de le faire. Vous avez cité des exemples en Afrique, vous avez cité la Côte d'Ivoire, vous avez cité le Maroc. Est-ce que la solution aussi passe par cette coopération sud-sud? Complètement. Elle passe par une coopération déjà au niveau régional. C'est quand même la première base. Il y a beaucoup de régions économiques, de zones économiques régionales en Afrique. Donc ça reste le premier point de développement, que la Côte d'Ivoire commerce avec les pays voisins de manière intense. Et ensuite, on a toujours la coopération intra-africaine. Le Maroc, c'est un très gros investisseur aujourd'hui dans la région, vous le savez très bien. Et globalement, on peut dire que tous les investissements intra-africains se passent plutôt bien. Merci. Monsieur Frédéric Maury, donnez rendez-vous, lundi, pour l'ouverture de l'Africa CEO Forum.
Tout à fait, je donne rendez-vous. Alors malheureusement, tout le monde ne pourra pas y venir puisque c'est un événement un petit peu, entre guillemets, un petit peu réservé aux chefs d'entreprise et aux chefs d'État. Mais par contre, il y aura pas mal de choses qui seront diffusées à la fois sur votre chaîne, notamment la cérémonie d'ouverture, et puis aussi sur notre site internet. Tout est accessible. Donc des jeunes étudiants en école de commerce, des jeunes créateurs d'entreprises qui veulent s'inspirer en entendant des grands patrons, des grands chefs d'État, ils peuvent aller sur notre site et ils verront tout pendant 2 jours. D'accord, ne rien rater, surtout avec la RTI qui prend l'événement en direct dès le lundi. Merci. Monsieur Frédéric Maury, directeur général IVEN de Jeune Afrique, d'être passé pour nous parler de l'Africacy au forum qui démarre ce lundi. Merci. Et c'est une belle avancée pour la prise en charge rapide des victimes accidentées de la route. Le Fonds de garantie automobile a ouvert un bureau au sein du CHU de Yopougon, une proximité voulue pour soulager les familles, notamment en cas de délit de fuite. L'extension des services s'accompagne d'une convention signée avec la direction du CHU. Jean-Luc Bambo. À Yopougon, plus besoin d'aller loin pour bénéficier de l'assistance du Fonds de garantie automobile. L'institution a officiellement lancé ses activités dans l'enceinte du CHU avec un objectif clair, rapprocher ses services des populations victimes d'accidents de la route. Le CHU de Yopougon est le plus grand CHU d'Abidjan et donc le plus grand CHU de la Côte d'Ivoire. Les victimes, les AVP qui viennent ici sont très nombreux, donc il était important que notre dispositif soit ici. Ce partenariat entre le CHU de Yopougon et le Fonds de garantie automobile se veut durable. Il est scellé par une convention dans une logique de collaboration renforcée entre santé publique et solidarité nationale. Le CHU a ouvert partiellement avec une activité assez importante, la prise en charge des accidents de la voie publique. Nous sommes donc à la sortie et à l'entrée de 2 axes autoroutiers, une importante zone accidentogène. Donc pour nous, il est important que le FGA puisse être là aujourd'hui pour nous accompagner. Un geste de proximité qui pourrait bien faire école dans d'autres communes du pays. Le Fonds de garantie automobile intervient en cas de délit de fuite ou de défaut d'assurance. Il prend systématiquement en charge les frais médicaux des victimes admises dans les hôpitaux publics, allégeant ainsi le poids financier pour les familles. Dans l'actualité politique ce soir, les femmes se mobilisent à l'approche de la présidentielle. D'octobre 2025, des milliers de femmes lancent un soutien au président Alassane Ouattara. Elles ont été mises en mission de mobilisation par Souleymane Touré, cadre du RHDP Nousangaré. Elles viennent de toutes les communes du pays. Rassemblées au sein du mouvement 2 millions de femmes battantes pour ados, elles se sont retrouvées à Koumassi pour réaffirmer leur soutien au président du RHDP. Nous allons commencer les grandes tournées à travers toute la Côte d'Ivoire afin de galvaniser, de remobiliser, de faire sortir les femmes, de changer les mentalités. Une initiative saluée par Fatoumata Traoré Diop, présidente de la cérémonie. Elle souligne les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sous la gouvernance d'Alassane Ouattara, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'éducation et de la santé. Des propos appuyés par Souleymane Touré, parrain de la cérémonie, qui voit dans cet engagement féminin un levier stratégique. Nous avons rappelé aux femmes toutes les actions faites par le ministère de la Femme pour la promotion du genre féminin et pour l'autonomisation de la femme. Nous avons rappelé aux femmes que sous Alassane Ouattara, des millions de femmes ont eu des fonds FAPSI et des millions de femmes ont eu du travail sous Alassane Ouattara. Nous devons penser à l'avenir de nos enfants. Et nous disons à ces femmes d'être le porte-flambeau de la paix dans les familles et de dire aux enfants qu'avec Alassane Ouattara, ils ont de la chance d'avoir du travail et d'avoir un bien-être. Pour ces femmes battantes, 2025 ne se jouera pas sans elles. Elles entendent peser dans la balance électorale. Après ce reportage de Jean-Marc Jadi, allons à l'ouest. La coordination RHDP Tokwi remobilise sa base. Plusieurs tournées tenues dans 5 grandes villes de la région. Une mission de sensibilisation pour préparer la présidentielle d'octobre. Chris Diomandé, Godefroy Okambawa. Ma, Zouavounien, Danani, Sipilou et Bienkouma, 5 grandes villes de la région du Tonkpi visitées par l'équipe de la coordination RHDP pilotée par son coordonnateur principal, Albert Mabri-Touakeus. L'objectif est de remobiliser les structures de base pour une victoire écrasante du candidat RHDP dès le premier tour de la présidentielle en octobre prochain. Nous avons qu'un seul objectif ici à Mans, une seule vision, une seule ambition, la victoire du président Alassane Ouattara au premier tour. Nous devons affecter nos âmes
pour réaliser un score sans appel au premier tour. Un coup KO. Nous croyons que nous avons y arrivé. Et l'unique moyen d'y parvenir, c'est de placer entièrement notre confiance au président Alassane Ouattara. Albert Mabritois-Keus a salué l'engagement de ses militants avant de mentionner à sa base que le RHDP se porte bien dans le Tonpi. Nous avons pratiquement passé en revue la liste des responsables de base. Les statistiques nous ont été données sur les efforts qui ont été faits, notamment le nombre de structures de base, les sections, les comités de base, mais aussi le nombre des militants inscrits dans le e-militant. La plus petite moyenne tournait autour de 49-50%. Nous avons des endroits qui ont fait le record. Je voudrais donc me féliciter de ces résultats. C'est des statistiques qui encouragent, qui montrent que du travail a été fait sur le terrain, mais qui montrent aussi que nous avons une implantation suffisante, le RHDP au plan national, mais aussi et surtout au niveau du Tonpi. La coordination RHDP du Tonpi rencontrera toutes les structures de base dans la région afin de galvaniser les militants et offrir le fauteuil présidentiel au candidat RHDP en octobre prochain. Henriette Lagou met fin aux rumeurs. La coordonnatrice du groupement des partenaires politiques pour la paix dément un ralliement au RHDP. Elle réaffirme son indépendance politique et confirme sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre. Nous Sangari. Henriette Lagou sort de sa réserve. Face aux rumeurs l'annonçant comme nouvelle adhérente du RHDP, l'ancienne ministre réagit publiquement. La coordonnatrice du GPP, groupement des partenaires politiques pour la paix, a tenu à apporter des précisions. Il est important d'informer l'opinion nationale et internationale que les informations sur les réseaux sociaux et dans la presse proviennent de documents qui datent de 2018 à 2019. Ce genre d'informations sont de nature à jeter le discrédit sur ma personne et mon groupement, et aussi à créer la confusion dans l'esprit des Ivoiriens. Je vous informe aujourd'hui même que je ne suis pas membre de RHDP, mais plutôt coordonnatrice du groupement des partenaires politiques pour la paix. Henriette Lagou rappelle qu'elle est à la tête d'un groupement composé de 4 partis politiques et que ce groupement l'a désignée comme candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une candidature qu'elle dit porter avec fierté au nom de la paix, de l'unité et de la démocratie. Le GPP a annoncé depuis le samedi 22 mars 2025 qu'il prendra part à l'élection présidentielle d'octobre 2025 avec pour candidate la présidente Lagou Adjoa Henriette. Il faut désormais savoir que la Côte d'Ivoire regorge de différentes obédiences politiques. On compte la droite, on compte la gauche, et une troisième voie qui est celle du centrisme qu'incarne le groupement des partenaires politiques pour la paix GPP, avec laquelle il faut désormais compter. Le GPP entend désormais multiplier les actions de terrain pour faire entendre sa voix dans la course à la magistrature suprême. Dans le reste de l'actualité, le président américain Donald Trump a annoncé ce samedi un cessez-le-feu total et immédiat entre l'Inde et le Pakistan. Les deux ennemis jurés se livrent depuis mercredi à une intense confrontation militaire. Des attaques de drones, des missiles, des échanges de tirs sur leurs frontières ont été constatés au Cachemire. L'Inde et le Pakistan ont confirmé et approuvé le cessez-le-feu. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué ce samedi l'accord de cessez-le-feu. Voici maintenant la page culture. Du 2 au 4 mai s'est tenue la 4e édition du Festival des danses de Côte d'Ivoire. Le groupe La Marmite africaine est monté sur la plus haute marche du podium. Cet événement culturel était un véritable carrefour d'opportunités pour les jeunes. Lassina Ouattara, Khalil Diomandé. Le groupe La Marmite africaine est le grand vainqueur du Festival des danses de Côte d'Ivoire 2025. Il décroche ainsi son billet pour représenter le pays à Séoul, en Corée du Sud. Je pense personnellement qu'on a su traiter le sujet. C'est vrai que tout le monde a dansé, on a tous dansé, on en a mis dans la qualité, autant dans la qualité des mouvements que dans la qualité aussi de l'expression corporelle. Pour cette 4e édition, ce sont 18 groupes venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire qui ont décidé de mettre en exergue
la richesse et la diversité des danses urbaines et traditionnelles ivoiriennes. L'objectif, dans un premier temps, c'est de pouvoir encadrer ces jeunes-là qui sont passionnés de danse et nous voulons que ces jeunes puissent avoir des outils. À travers ce festival, nous mettons en place des académies de formation. Véritable carrefour d'opportunités pour les jeunes, ce rendez-vous culturel encourage l'expression artistique, la formation et le développement des liens professionnels dans les industries culturelles et créatives. Ce festival est vraiment bienvenu. Ils aiment la danse et il faudrait qu'ils apprennent tout le contour anthropologique de la danse qu'ils pratiquent. C'est vraiment intéressant parce que demain, c'est eux qui vont battre le relais pour que notre culture soit pérennisée. À travers ce festival, les organisateurs ambitionnent de faire vivre et perdurer la culture de la danse sous toutes ses formes en Côte d'Ivoire. Il y a des lieux qui gardent intacte toute une histoire. Kanganyazé, un paisible village situé à une centaine de kilomètres d'Abidjan, est la mémoire de la traite négrière. Elle s'est ravivée à l'occasion du 10e anniversaire des journées de mémoire de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, une commémoration marquée par la présence de l'ancienne garde des Sceaux française, Christiane Taubira, et la ministre ivoirienne de la Culture. Amlé Bom, vous qui parlez surtout de l'identité, de la culture africaine, et d'ailleurs vous en avez parlé dans un de vos ouvrages, Le rêve du pêcheur. Ça vous dit quelque chose, ça vous inspire quelque chose, Kanganyazé? Je pense que ça fait partie de notre histoire. Cette histoire d'esclavage fait partie de notre histoire. Et bien sûr, nous la portons. Et ce que je voudrais aussi, c'est pour ça que Madame Taubira soit venue et que cette action a été menée, me semble une très bonne chose. Nous devrions en parler plus et nous en saisir davantage. Et vous, ce que vous savez très bien faire, surtout, c'est écrire. Peut-être une idée de roman. Ah, peut-être. D'accord. Vous êtes en Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, romancière, poétesse, essayiste pour le SILA, le Salon international du livre, et puis pour un colloque qui démarre le lundi. Déjà pour le SILA, comment ça s'est passé? Écoutez, c'était une très belle expérience, le SILA, et j'ai une belle énergie qui venait des lecteurs, qui venait des éditeurs, qui venait de l'investissement des uns et des autres, c'est leur capacité à s'adapter. J'ai passé un très bon moment. Mais est-ce que vous avez l'impression, ou vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'on ne lit pas beaucoup? Est-ce que c'est vrai quand vous êtes allé au SILA? Non seulement ce n'était pas vrai au SILA, mais ce n'est pas du tout vrai de mon expérience, de l'expérience que j'ai des lecteurs africains en Afrique. Ce qui est vrai, c'est que soit les livres coûtent trop cher, soit ils ne sont pas suffisamment disponibles. Quand les gens peuvent acheter des livres, quand les livres sont disponibles et qu'on leur parle de leurs propres histoires, bien sûr les gens lisent. Alors, et pour le colloque qui démarre le lundi, les arts de la démocratie, les écritures plurielles du politique, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors, ce colloque se fait à l'initiative de l'Institut pour la recherche et le développement, l'IRD, de la Fondation Innovation pour la démocratie et le ministère de la Culture et de la francophonie en Côte d'Ivoire qui a eu l'amabilité de s'investir. L'organisation m'en a été confiée. Ça s'appelle Les Arts de la démocratie, une écriture plurielle de l'Afrique. Et au cours de ce colloque, qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce qu'on recherche en organisant un tel colloque? Alors, il s'agit de mettre en discussion, en résonance, des artistes venus du monde entier, des artistes africains venus du monde entier, de toute la diaspora et de l'Afrique, et aussi des chercheurs venus d'ailleurs et d'ici, de les mettre en discussion pour parler des sujets clés de notre continent aujourd'hui, des sujets qui nous traversent, des sujets qui nous habitent, mais pas que parler entre eux, parler aussi avec la population abidjanaise dans divers points clés. Le colloque commence le lundi 12, à l'université Houphouët-Boigny, à l'NCA, ce beau lieu, et il se termine le 15 au Palais de la Culture. Ouais. Et à l'occasion de ce colloque, vous aurez à faire une communication sur les attendus de la littérature africaine. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut estimer qu'il y a des préjugés sur cette littérature africaine? Au-delà de la question des préjugés, ce que nous, on veut savoir, c'est ce qu'écrivent les auteurs, c'est très bien, c'est leur liberté, c'est parfait, on a besoin de cette liberté de créer. Mais ce que nous voulons interroger et qu'on n'interroge pas souvent, c'est que veulent les lecteurs africains?
quelle est la littérature dont ils ont envie, dont ils ont besoin. Parce que l'acte littéraire, c'est ça. C'est la liberté du créateur, c'est aussi la liberté de la personne qui reçoit le livre. Et comment on met ça ensemble pour écrire l'Afrique contemporaine et comment on nourrit tous nos imaginaires. Vous avez parlé d'esclavage, encore d'autres choses. Comment on nourrit nos imaginaires. Et comment on nourrit nos imaginaires? Je vous retourne la question. Donc. Venez me voir. Venez nous voir à la Fondation d'Envahi. Ce sera là qu'aura lieu cette première rencontre le lundi 12 à 15h. Alors, ce narratif africain qui peut-être ne passe pas aussi ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des préjugés, qui n'a pas suffisamment peut-être de succès ailleurs. Non, je ne suis pas sûre. Nous sommes. Moi, je vis à Paris, je publie à Paris et je suis lue là-bas et ici. Il y a des préjugés partout, mais le rôle de l'écrivain, le rôle de la littérature, le rôle de l'art, c'est aussi d'aller au-delà de ces préjugés, de s'emparer de sujets qui nous concernent et de les traiter avec nuance et complexité. Depuis 2022, vous travaillez avec des féministes d'Afrique francophone. Comment vous les accompagnez? Alors, ce travail a été organisé par l'African Women Development Fund et on a travaillé avec des féministes affirmées, des femmes qui s'affirment féministes, une quarantaine. À l'époque, on s'est rencontrés à Abidjan d'ailleurs. Et de ce travail qui était une masterclass d'écriture, des ateliers d'écriture que j'ai dirigés pendant un moment, 1 ou 2 années à peu près, nous avons sorti ce dictionnaire libre et créatif du féminisme africain, qui est une façon pour elles de s'exprimer et d'exprimer leur féminisme à elles. Si vous devez donner une définition de façon claire pour qu'on comprenne, selon vous, c'est quoi ce féminisme, le féminisme? Ça, c'est pareil, je ne suis pas une femme de définition. Il y a une quarantaine de femmes qui sont intervenues et elles ont tous quelque chose à dire. Ce qui est sûr, c'est que des expériences communes de nos sociétés africaines, de nos vécus, se sont reflétées là. Nous nous sommes reconnus entre nous. Et c'est ça aussi que nous recherchons avec ce forum que nous organisons. Nous nous rencontrons, c'est une espèce d'entre-soi assumé pour échanger sur des sujets qui nous concernent. Assumé, vous l'avez dit. Est-ce que vous vous considérez vous comme une écrivaine engagée? Je pense que je suis une personne engagée. Je suis une citoyenne. Je suis extrêmement concernée par la marche du monde. Et d'ailleurs, j'avais un ami qui disait hier, et je trouvais ça très intéressant, il disait, même quand un écrivain écrit sur une rose, il est engagé dans la sauvegarde de la beauté. Alors oui, bien sûr, écrire est un engagement. Donc vous voulez dire qu'on est forcément toujours engagé? Écrire est un engagement. La vie est un engagement. Mais nous aborderons aussi dans ce colloque ce que c'est que la tentation du politique pour l'artiste. Écrire est un engagement, mais il y a aussi des artistes qui veulent que leur engagement soit politique, militant, et qui eux aussi sont prêts à la prise de risque qui va avec. Ce sujet-là fera également partie de notre discussion commune. Alors justement, sur ce bouillonnement culturel et littéraire en Afrique, quel est globalement votre regard sur la production littéraire elle-même? Est-ce que vous vous dites que dans les années qui viennent, on aura ces grands prix littéraires, on aura ces Amadou Kourouma, ces Ampateba, ces Yambo Wologem, et tous ces grands auteurs qu'on a connus? Je n'en doute pas une seconde. Je trouve qu'il y a un vrai profond souffle littéraire qui vient de l'Afrique. Moi, je vous ai dit que je faisais des ateliers, je lis beaucoup de jeunes, je les accompagne, et ce que je lis, ce qui vient du continent, déjà de ceux qui sont à l'intérieur du continent ou de ceux qui écrivent du continent, où qu'ils soient, je trouve qu'il y a une puissance, une force. Évidemment, on parlera de nous, de ces jeunes, de cette prochaine génération, dans les prochaines. Je peux vous le parier, en effet. Alors, et vous-même, vous êtes justement sur cette voie parce que vous avez tellement de prix déjà. Et j'ai envie de dire, toutes vos publications, tous vos ouvrages ont des prix, des grands prix littéraires, des prix Amadou Kourouma. C'est le cas pour Makiza déjà, grand prix littéraire d'Afrique noire en 2016. Et puis il y a bien d'autres, Le Rêve du Pêcheur, etc. C'est un succès qui, forcément, vous donne un peu d'encouragement pour la suite, mais en même temps, vous vous dites, vous regardez, est-ce qu'il y a un prix particulièrement qui vous a marqué? Alors, je voudrais dire quelque chose qui est très important pour moi. Mon tout premier prix littéraire m'a été donné à Abidjan. C'était le prix Ivoire pour mon 2e livre, Sidémé. Abidjan, c'est le premier endroit, les premiers lecteurs qui ont cru en moi. Cette ville me porte chance. Et voilà. Donc, cette ville vous attend. Merci. Donc, ça veut dire que c'est ce prix qui vous a le plus marqué. Mais merci. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Safa se donne rendez-vous le lundi déjà pour ce colloque international.
Oui, je voulais dire que toutes les rencontres, toutes les discussions sont ouvertes, gratuites. Venez nombreux. Nous sommes là pour vous entendre et pour discuter avec vous. Merci. Il n'y a pas que vous, il y a aussi d'autres auteurs qui sont là. Lemba Mokou, Armand Gose. Tierno Monenembo, Armand Gose, Blaise Ndala. Ah oui, Tierno Monenembo, grand auteur. Exactement. Oui. Alors, donc, que de belles personnes. On se donne donc rendez-vous, forcément. Merci. On se donne rendez-vous le lundi pour ce colloque international. Merci, Madame, je rappelle, Amlé Boum, romancière, poétesse, essayiste, d'être passée à la page culture, l'invité de la page culture de ce soir. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h ce soir. Le sage nous apprend que quand le doigt fait mal, l'œil n'a pas le sommeil. Dieu le voulant, on se retrouve demain.